Bien, bonsoir à toutes et à tous, on va pouvoir commencer. Excusez-moi déjà pour le petit retard, mais j'avais oublié mon ordinateur chez moi, donc sortant du lycée, je suis reparti pour revenir ici. Et bon, on va à peu près commencer à l'heure. J'espère aussi que l'ordinateur que je suis allé chercher va bien fonctionner, pas comme la dernière fois, puisque les dernières diapositives, on n'avait pas pu les visionner. Là, on va passer à une autre période, comme vous le savez. La dernière fois, on s'était occupé de la période 1830-1848. Et donc là, on va avancer un petit peu dans le temps et on va s'occuper de la période, comme vous le voyez, 1848-1870. J'ai intitulé le cours « France, terre d'asile ou terre d'exil » puisque, souvenez-vous, sur quand même la dernière période que nous avions étudiée, la France était plutôt une terre d'asile, avec deux groupes principaux que l'on avait vus, les Polonais, environ 7 à 8 000 réfugiés polonais. On avait signalé un certain nombre qui étaient devenus célèbres en France, je pense à Adam Mickiewicz par exemple. On avait vu aussi que cet afflux des Polonais avait quelque part entraîné en France une première législation concernant les réfugiés à partir de 1832, vous vous souvenez, avec une ambivalence, un certain nombre de dirigeants qui étaient plus dans la générosité, une forme d'accueil inconditionnel, et puis le temps passant, de plus en plus de restrictions qui venaient s'imposer donc au quotidien des réfugiés. Le deuxième groupe important que nous avions vu et qui sur le spectre politique est plutôt à l'opposé des libéraux polonais qui étaient venus se réfugier en France, c'est bien sûr les carlistes, les carlistes espagnols qui étaient venus donc en France pendant la première guerre carliste que je vous avais signalée entre 1833 et 1839. Concernant les chiffres, donc au maximum 7 à 8 000 réfugiés polonais en France sur cette période. Et pour ce qui est des carlistes, on est entre 20 000 et 40 000, c'est des fourchettes, ça va être sans doute au milieu. Donc pour l'année 1840, ce qui est l'année où il y a eu le plus de carlistes en France. Je vous avais expliqué qu'à cette période-là, il y a eu un pardon, un indulto, de la reine Isabelle II. Et disons que les autorités françaises avaient profité de ce pardon monarchique pour essayer de pousser les carlistes à revenir en Espagne, ce qui n'avait pas toujours fonctionné, un certain nombre de carlistes étant restés sur le territoire français. Bien, nous arrivons donc à notre période d'aujourd'hui, 1848-1870. Évidemment, 1848, c'est l'année, on pourrait dire une nouvelle fois, d'une révolution en France, après 1789, 1830, nous avons donc 1848. Alors je voulais attaquer par 4 tableaux que vous connaissez peut-être. Sur le plan technique, ce sont des lithographies gouachées d'un certain donc Frédéric Sorieux. Alors on va regarder les 4 parce que les 4, vous allez voir leur intérêt. Donc le premier qui est le tableau réalisé en juillet 48, quelques semaines après les émeutes du mois de juin sur lesquelles on va revenir, et puis quelques mois après la révolution du mois de février 1848 qui a conduit à l'instauration de la Seconde République. Alors, vous avez donc ce tableau qui représente en fait les peuples de l'Europe, puisque vous savez que 1848 c'est le printemps des peuples. On va voir aussi que le printemps des peuples correspond à un printemps des proscrits, parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de personnalités politiques qui vont devoir quitter leur pays, puisque un peu comme après 1830, en 1848, il va y avoir après quelques mois, parfois un an, de régimes progressistes qui se sont installés en Italie, qui se sont installés en Allemagne. Il va y avoir le retour de l'ordre, on pourrait dire l'ordre de Vienne, et il va y avoir beaucoup de militants politiques qui vont être soit obligés de s'exiler, on va dire ce serait un exil volontaire, soit ils seront condamnés à la déportation ou à la transportation. Nous verrons tout à l'heure la subtilité entre ces deux termes. On voit ici donc différents peuples représentés, l'Allemagne bien sûr. Vous pouvez constater qu'il y a 3 Italies.
On est encore dans un moment où il n'y a pas d'Italie unique et réunifiée. Ce sera à partir de 1861. Donc on a ici représenté le royaume des deux Siciles, le Piémont-Sardaigne et l'Émilie-Romagne. Et puis après, il y a d'autres peuples qui défilent donc. Et on reconnaît peut-être ici, vous voyez, j'en parlerai tout à l'heure, c'est une des nouvelles... voilà, ici, une des nouvelles nations qui est en train de revendiquer son indépendance, ce sont les Slovaques. Mais on verra que d'autres nations encore se soulèvent en 1848 avec, j'en avais déjà parlé, vraiment une espèce de synonymie entre nation, liberté et progrès à cette époque-là. Ensuite, vous avez, il ne faut pas l'oublier, pour 1848, vous le retrouverez d'ailleurs dans les 4 tableaux, la présence divine. Et donc on a à la fois ce mélange entre volonté politique progressiste, aspiration nationale et quand même une part religieuse qui est encore très présente à l'époque. Mais ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que c'est souvent la République elle-même qui est divinisée, incarnée ici par une forme de Marianne. Bien, pour ce premier tableau, j'avance. Si, à noter quand même, regardez ici, vous avez jeté au sol tout un tas d'attributs royaux. Hein, donc on voit différentes couronnes là, qui sont mises au rebut. Ensuite, le deuxième volet, c'est le prologue. Et là, on retrouve justement une condamnation des anciens régimes, avec ici différents anges là, qui entourent donc la République une fois de plus divinisée. À noter la représentation assez radicale de la République par Frédéric Sorieux, puisqu'elle est coiffée, comme vous voyez là, du bonnet phrygien. Ici, on devine un château en ruine qui symbolise évidemment le régime féodal détruit, et puis là on a un certain nombre de souverains donc, qui sont poussés vers la sortie, si l'on peut dire, et puis d'autres qui sont carrément en enfer. Et là peut-être reconnaissez-vous une figure, oui, Napoléon Ier, et puis là un couple aussi, Louis XVI et Marie-Antoinette, exactement. Bon voilà pour le prologue, avec vous voyez, un coloris un peu plus pastel. Et puis on passe ensuite au triomphe. Alors là c'est peut-être le tableau où il y a le plus à dire, puisque nous avons d'abord regardé un Paris ici rapidement schématisé avec l'Arc de Triomphe, la colonne de Juillet et ici le Panthéon. Et puis donc ce peuple là qui sort de la capitale parisienne avec une espèce de quadrige où vous voyez 4 enfants qui représentent les 4 continents. Et puis ici, un monument qui est imaginaire, hein, mais un monument, regardez, qui commémore donc 1848, 1830 et 1793, et non 1789. Ce qui montre donc, comme je vous le disais, l'aspect un peu radical de Frédéric Sorieux. Bon là, vous aurez peut-être du mal à les reconnaître, mais les 2 personnalités là, qui sont mises en valeur ici, c'est Saint-Just, là, et là vous avez Robespierre. Hein. Bon, ensuite pour le reste de l'illustration là, donc vous avez un lion qui représente à la fois la force et la paix, qui est en train de poser sa patte là sur des attributs là aussi royaux et militaires, et on a donc un peuple qui fête finalement la liberté. Évidemment ici à noter, nous sommes en juillet 1948, vous avez des esclaves qui se libèrent de leur chaîne, puisque le 27 avril 1948, eh bien, il y a eu l'abolition de l'esclavage sous l'action notamment de Victor Schœlcher, à savoir, vous le savez sans doute, que c'est la 2e abolition, puisqu'il y en avait eu une déjà en 1794, remis en cause 8 ans après par Napoléon Bonaparte. Voilà. Ensuite, on avance, et là c'est peut-être le plus étonnant. Vous avez un tableau qui évoque le marché. Il y a une petite coquille au niveau du titre. Le titre du tableau, là, c'est le marché. Et alors, ce qu'on retrouve par rapport aux autres tableaux, regardez ici, c'est la présence des 4 continents, hein, Europe, Afrique, Amérique, Asie.
Et après, bon, c'est assez quand même fictionnel, puisqu'on a des bateaux qui arrivent, là, qui déchargent des cargaisons, il n'y a aucun quai, il n'y a pas de ponton, bon, voilà, c'est la liberté de l'artiste. Mais par contre, très clairement, Frédéric Sorieux s'exprimait à la fois dans ses tableaux, dans celui-ci, et même après dans un certain nombre d'écrits, pour le libéralisme intégral, le libre marché, la libre concurrence, etc. Ce qui n'était pas tout à fait majoritaire en France et en Europe à l'époque, hein, mais en tout cas c'est l'une de ses particularités. Bien, on est rentré par l'art et on va continuer par un épisode particulièrement dramatique, je dirais tragique même, qui a entraîné énormément de flux de population, c'est la famine en Irlande, qui intervient quelques mois avant ce qui a lieu en France en 1848, mais vous verrez qu'il y a un petit lien entre les deux. Alors ici, je vous propose un dessin de presse de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette famine. Il était originaire de Cork, là, James Mahoney. C'est une illustration de 1847. Je pense que vous connaissez l'origine de cette crise de famine en Irlande. Donc à partir de 1845, un champignon parasitaire qui vient de la cordillère des Andes, qui après s'est transporté en Amérique du Nord et qui par les flux commerciaux entre l'Amérique du Nord et l'Irlande, enfin les îles britanniques, est arrivé en Europe. C'est donc le mildiou, Phytophthora infestans, le nom scientifique, et qui a ravagé les récoltes de 46, 47, 48, sachant que l'Irlande était un pays qui avait déjà été touché quand même par un certain nombre de crises agricoles au début du XIXe siècle, qui était fragilisé, et dont une partie des productions agricoles était exportée vers l'Angleterre. Donc il y avait plusieurs, si vous voulez, raisons de fragilité économique pour ce pays. La situation a été terrible, hein. Il faut savoir, pour avoir une idée des chiffres, je vous montrerai quelques autres documents après, mais l'Irlande en 1941, c'est 8,5 millions d'habitants. Après la famine, donc évidemment les flux migratoires s'étalent quand même sur plusieurs années, mais c'est 1 million de morts et 1,5 million de personnes qui sont parties. Il y a un nouveau recensement qui est fait en 1911, il n'y a plus que 4,4 millions d'habitants en Irlande. Donc c'est vraiment une saignée terrible, hein, cette famine irlandaise des années 46 jusqu'en 49. Il faut savoir qu'un certain nombre d'études ont été faites, et c'est 2/3 des personnes qui meurent, là, 2/3 de 1 million, c'est vraiment de faim, hein, avec dysenterie, des œdèmes, etc. Les autres meurent d'un certain nombre de maladies, typhus, choléra notamment. Évidemment, plus on est affaibli, plus on est évidemment affaibli face à ces maladies. On peut contracter plus facilement ces maladies évidemment mortelles à l'époque. Quelques autres documents si vous voulez bien, voilà, avec une carte et un graphique où on peut observer une chose quand même importante, c'est que la famine a touché surtout l'ouest du pays, et on voit avec les plus forts pourcentages de mortalité donc, dans cette partie ouest de l'Irlande, et vous avez un témoignage aussi, je dirais, sur le plan démographique, avec quelque part les courbes qui se croisent entre l'Irlande, donc, qui connaît une très forte décroissance démographique entre donc, les années 1840 1870, 80, et jusqu'à une petite reprise au milieu du XXe siècle, et puis l'Europe qui pendant ce temps continue sa croissance. Un petit mot sur la mémoire de cette famine, parce que c'est intéressant si on regarde cette mémoire au miroir des différentes politiques qui ont été menées à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que assez vite, dans le mouvement irlandais national des années 1840-1850, on accuse les Anglais d'avoir créé la famine. Parce que les Irlandais étaient un peuple pas assez soumis, pas assez discipliné, et qu'il y avait là une opportunité pour les Anglais, finalement, de ramener un peu d'ordre en Irlande.
Tout cela a été travaillé, mais il faut revenir peut-être aux paroles des contemporains de cette époque. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, que le gouvernement qui a en charge les premiers mois de la crise, c'est le gouvernement Peel, un gouvernement qui ne met pas grand-chose en place. Il propose quand même d'acheter pour 100 000 livres sterling du maïs aux États-Unis pour essayer de compenser un petit peu la perte concernant la récolte de pommes de terre. Ils mettent en place aussi des soupes populaires, mais bon, c'est pas très efficace. Le gouvernement suivant de John Russell, encore plus libéral, met très peu de choses en place pour essayer de venir en aide à la population irlandaise. Puis on pourrait dire qu'il y a pire, c'est-à-dire qu'une partie des dirigeants irlandais ont une vision quasi providentialiste quelque part de cette crise, en considérant premièrement que si ça arrive aux Irlandais, c'est parce qu'ils sont restés dans une croyance catholique qui est quelque part complètement dépassée par rapport au protestantisme, qui est une forme de superstition, et finalement ce qui leur arrive, c'est dû à leur mauvais choix religieux. Vous avez à ce sujet-là quand même quelqu'un qui a un rôle très important qui s'appelle Charles Trevelyan, qui est le haut fonctionnaire chargé théoriquement de l'aide aux Irlandais, qui a pu dire par exemple que peut-on attendre d'une nation qui ne vit que de pommes de terre. Pour lui, cette société est arriérée, elle est arriérée sur le plan religieux, elle est arriérée sur le plan économique. Et en fait, dans son livre sur la crise en Irlande, il va même jusqu'à dire que cette famine est une opportunité. C'est une opportunité pour moderniser le pays, pour l'amener vers l'industrialisation, et que quelque part, c'est ce qui arrive à l'Irlande est quelque chose de positif. Dans les débats qui ont lieu au Parlement anglais, il insiste même sur le fait qu'il faut assez peu aider l'Irlande, sinon on pourrait créer un peuple d'assistés. Vous voyez, ça a un certain écho. De son côté, le chancelier de l'Échiquier, Sir Charles Wood, dit ceci, 1847. « Seul un passage par le purgatoire de la misère et de la famine peut assurer en bout de course un semblant de prospérité à l'Irlande. » Bon, vous voyez que la lecture est quand même, pour un certain nombre de dirigeants, un très haut dirigeant, le chancelier de l'Échiquier, c'est les finances, Trevelyan, c'est lui qui est normalement chargé de s'occuper de l'aide à l'Irlande, vont pas tellement dans le sens du soutien de la couronne anglaise aux Irlandais qui sont affamés. Évidemment, il y a la lecture adverse. Du côté irlandais, vous avez un certain John Mitchell qui a participé à un soulèvement en 1848 de ce qu'on appelle à l'époque la Jeune Irlande, qui va se retrouver dans un bagne en Australie quelques mois plus tard. Il dit ceci, lui. « Certes, le Tout-Puissant nous a frappés du mildiou, mais ce sont les Britanniques qui ont provoqué la famine. » Les Irlandais, et notamment les historiens irlandais, iront beaucoup plus loin par la suite, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, pendant évidemment l'épisode de tension avec l'Irlande du Nord, de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90, un certain nombre d'historiens irlandais vont même parler de génocide provoqué volontairement par les Anglais vis-à-vis du peuple irlandais. Ceci s'est un peu apaisé depuis ce qu'on appelait les accords de Belfast ou les accords du Vendredi Saint de 1998. Ça s'est apaisé déjà avec Tony Blair. En 1997, à l'occasion d'une commémoration, il avait quand même affirmé que ceux qui gouvernaient à l'époque ont manqué à leur devoir. Ce qui était déjà une phrase qui pouvait aider un peu à l'apaisement. Et ensuite, il y a eu un courant d'historiens irlandais qui sont revenus quand même sur les accusations de génocide. Il y avait même un livre où il y avait le mot Holocauste qui apparaissait dans le titre. C'est un courant qu'on appelle donc révisionniste, qui a plutôt, à travers notamment un historien qui s'appelle Peter Gray, évoqué plutôt une négligence coupable concernant le comportement des gouvernants anglais durant cette crise. Bien.
le lien entre l'Irlande et ce qui se passe en France en 1848, c'est l'économie. Puisque l'Irlande, bien sûr, a connu une crise terrible, on le rappelle, 1 million de morts, 1,5 million de départs. En France, en 1846, 47, 48, il y a aussi des difficultés sur le plan des récoltes qui vont entraîner en fait une sous-consommation des populations rurales, notamment dans le domaine métallurgique, et finalement ça va entraîner une crise assez classique, mais qui va quelque part combiner à la fois une crise de sous-production agricole classique et une crise de surproduction industrielle, qui est un peu nouvelle, puisque la demande en produits industriels baisse. Ici, vous avez un graphique qui montre bien que l'année la plus problématique, vous voyez, on est ici, c'est 1847, on va le revoir sur un tableau, vous avez les prix qui augmentent terriblement, les prix agricoles qui augmentent terriblement, et vous avez autre chose, vous voyez, ce qui est en rouge, c'est l'écart type, c'est intéressant, c'est l'écart entre les prix sur les différents marchés français. C'est-à-dire qu'il y avait des gros écarts de prix, par exemple entre le prix du blé à Paris, puis le prix du blé à Toulouse, et puis le prix du blé à Lyon, etc. Ce qui montre que même s'il y a le début des chemins de fer, etc., le marché n'est pas encore tout à fait unifié en France, et qu'il peut y avoir des écarts de prix importants entre les régions. Ici, c'est sous forme maintenant de tableau, donc vous avez le prix du blé. Alors le prix du blé, c'est un hectolitre, donc 29 francs l'hectolitre que vous avez ici. Et puis après, vous avez des données plus démographiques sur les naissances et les décès. Et on s'aperçoit que, évidemment, comme je vous disais, c'est l'année 1847 qui est la plus terrible et qui va évidemment impacter les classes qu'on appelle à l'époque laborieuses, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes. Donc on a vous voyez, je dirais un contexte économique qui est difficile, qui va se doubler. Évidemment, comme souvent, les révolutions, les causes sont multifactorielles, d'un contexte politique aussi assez compliqué. Alors, là, je voulais vous montrer, j'avais montré pour 1830, une carte qui représente les lieux de cette révolution de 1848. Bon, c'est assez central comme d'habitude, mais évidemment, il y a un lieu sur lequel on va revenir, c'est le palais des Tuileries, qui va être pris, pas détruit. Détruit, c'est pendant la Commune, mais pris par les insurgés en février 1848. Et puis après, je vous signale aussi, c'est pas très lisible, mais deux journaux qui vont avoir des rôles très importants dans la préparation de l'insurrection, et leurs dirigeants vont eux-mêmes, alors pour devenir des dirigeants du gouvernement provisoire. Pour le National, il s'appelle Armand Marrast. Le National, c'est un journal républicain modéré, et la Réforme, là c'est Ferdinand Flocon, on n'est plus sur un journal socialiste, et Ferdinand Flocon d'ailleurs vous verrez, va accueillir Karl Marx de manière très joyeuse quelques semaines après la révolution de 1848. Les causes de la révolution, hormis les causes donc économiques, avant d'évoquer cette image. Il faut se rappeler que à la tête donc de la monarchie de Juillet, vous avez Louis-Philippe, et son principal ministre à partir de 1840 s'appelle François Guizot. François Guizot, c'est quelqu'un qui va petit à petit quand même évoluer vers un régime de plus en plus sévère, strict. Je vous parlais de Karl Marx, et il expulse Karl Marx de France en 1845. Il était arrivé en 1843. À ce sujet, sur Karl Marx, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite, moi j'ai vu avec des élèves du lycée, à voir le film Le jeune Karl Marx, qui évoque en fait la période où il est en exil, successivement en France, en Belgique, à Londres. C'est un film qui est très réussi là, sur ses années de jeunesse. Je ferme la parenthèse et je reviens donc à François Guizot. François Guizot évolue vers un régime de plus en plus refermé, de plus en plus liberticide, et l'un des problèmes fondamentaux, c'est que monte dans la société française la volonté d'instaurer le suffrage universel.
faut pas oublier que là, pendant la monarchie de Juillet, le suffrage est censitaire, et en fait, sur une population d'environ 35 millions et demi, là, au milieu des années 40, on va dire 36 millions, il n'y a que 240 000 votants. 240 000 sur 36 millions. Donc, il y a plusieurs mouvements là, suffragistes, en Angleterre c'est aussi le cas, pour essayer de au moins diminuer le cens, passer de 100 à 100 francs, ce qui augmenterait quand même nettement le nombre de votants, ou bien carrément passer au suffrage universel. Masculin, évidemment. Suffrage universel masculin. Donc là, il y a ce point de blocage, et avançant dans le temps, 1847-1848, François Guizot va non seulement interdire la réunion politique pour éviter que ça se complique trop au niveau du maintien de l'ordre, mais il va interdire aussi les banquets, puisque les banquets républicains étaient devenus en fait des réunions politiques. Et à l'occasion des banquets, on faisait des toasts qui étaient en fait des messages politiques, quoi. Donc il va aussi, durant l'année 1848, fin 47, début 48, interdire les banquets. Et il faut quand même savoir que l'une des raisons principales, l'étincelle qui met le feu aux poudres du mois de février, c'est l'interdiction d'un banquet. Alors qui avait été décidé au mois de décembre 1847. C'est un banquet qui d'abord a été déplacé, il devait être dans un quartier parisien, puis après Guizot voulait qu'il soit au Champ de Mars parce que c'était plus facile à surveiller, et puis après ça a été carrément annulé, et ce banquet était prévu pour le 22 février 1848. 22 février. Le jour où le banquet devait se tenir, il y a une manifestation. Et il commence à y avoir quelques affrontements entre la population et la garde républicaine. Le lendemain, le 23, ça va beaucoup plus loin, puisque là, il y a des manifestants qui convergent vers le ministère des Affaires étrangères. Et là, il y a des affrontements très violents, et la garde nationale tire sur les insurgés. Il y a 16 morts, le 23 février. Il y a, durant la nuit, tout un cortège de manifestants qui transportent les morts dans Paris. Et le lendemain, là, c'est vraiment l'explosion. Dans les rues de Paris, des barricades sont dressées. Là, la tension monte très fortement. Il y a un mouvement vers les Tuileries, le palais des Tuileries. Le roi Louis-Philippe s'enfuit. Le palais des Tuileries est pris. Et on a ce type de scène. Alors, attention, ça s'est sûrement pas passé comme ça, mais c'est intéressant de voir comment cela a été traduit au niveau des journaux, et puis aussi des images d'Épinal, parce que sachez que ça, c'est l'éditeur, c'est Pellerin. Pellerin, c'est l'éditeur de ce qu'on appelle les images d'Épinal, qui ont prospéré au XIXe siècle. Alors regardons un peu cette image. Bon, on voit un peuple qui est très divers. On reconnaît, rappelez-vous, un polytechnicien que vous avez ici plutôt des ouvriers, et on voit ici donc symboliquement l'assassinat du roi, avec des gens qui tirent non pas sur le roi mais sur son tableau. Vous avez ici des gens qui découpent des parties du décor pour le ramener chez eux. Et puis ici vous avez ce trône qui est renversé. Alors c'est très intéressant ce qui arrive à ce trône. Les insurgés l'emportent, vont le déposer sous la colonne de Juillet qui se trouve place de la Bastille, et le brûlent sous la colonne de Juillet. Or la colonne de Juillet, c'est la colonne qui justement commémorer l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe en 1830. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort sur le plan symbolique. Concernant Louis-Philippe, sachez que c'est un exilé aussi, puisque Louis-Philippe, dans l'idée de départ, il essaye de s'accrocher au pouvoir. Première décision qu'il prend, faire démissionner François Guizot, ce qui est très rapide. Et après, il fait appel à quelques ministres dont il pense qu'ils vont pouvoir redresser la situation. Un certain, qui est assez jeune à l'époque, Adolphe Thiers. Puis ça ne fonctionne pas. Donc il fait appel aussi à Odilon Barrot. Ça ne fonctionne pas non plus.
Il finit par conclure qu'il faut qu'il laisse le pouvoir, mais il veut quand même que ça, quelque part, la monarchie se maintienne. Et donc, il décide dans un premier temps, de léguer le pouvoir au comte de Paris, qui a 9 ans. Ça ne fonctionne pas. Il va même penser à léguer le pouvoir à la duchesse d'Orléans, sa belle-fille. Ça ne fonctionne pas non plus. Bon, il part en exil. Il part en exil quelques jours après la Révolution, donc du 24 février 1848. Il part sous une fausse identité, de la manière la plus discrète possible, sous l'identité de Mr. Smith. Et il s'enfuit vers le nord de la France, il prend un bateau et il s'exile donc en Angleterre. Il va être bien accueilli dans un château du comté de Surrey. Et il va décéder donc 2 ans plus tard, à l'âge de 76 ans, à savoir que son corps reviendra en France, et celui de son épouse Marie-Amélie, en 1876. Donc ils sont à Dreux, dans l'église Saint-Louis de Dreux. Voilà pour Louis-Philippe, qui lui aussi a connu l'exil. Donc. La suite, c'est quoi? Alors la suite, ce sont des républicains qui ne veulent pas, comme en 1830, se faire quelque part subtiliser le gain de la Révolution par une monarchie constitutionnelle, mais qui veulent installer la République. Donc vous le savez, il y a des tractations au Parlement, suivies de tractations à l'hôtel de ville, très rapides, tout ça se joue en quelques heures, et nous avons un certain nombre de personnalités qui forment un gouvernement provisoire, dont bien sûr Lamartine, mais vous avez aussi Ledru-Rollin, vous avez un ouvrier qui s'appelle Albert, vous avez Arago, etc. Certain nombre de personnalités historiques de l'époque. Donc, Lamartine, un point quand même important, vous le savez, vous en avez entendu parler, la question du drapeau tricolore. Qu'est-ce qu'on prend comme drapeau? Alors, il y avait les soutiens du drapeau rouge, et notamment un socialiste bien connu de l'époque, Louis Blanc. Alors, Louis Blanc et surtout Auguste Blanqui aussi, révolutionnaire, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure. Donc regardez ce que dit Lamartine à ceux qui veulent le drapeau rouge, en particulier donc Auguste Blanqui. Le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait le tour que du champ de Mars traîné dans le sang du peuple en 91 et 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Bon, le choix final, vous le savez, ce sera le drapeau tricolore. À noter quand même qu'Auguste Blanqui, c'est quelqu'un qui a eu un drôle de parcours. Je pense qu'il a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Vous savez, on en a parlé dans une des leçons, il était membre de la charbonnerie dans les années 1820. Il a participé à tous les mouvements d'insurrection possibles en France. Il a essayé de participer aussi à un certain nombre de mouvements à l'étranger. Il voulait combattre en Grèce. En fait, c'est quelqu'un qui a un parcours très atypique. Et pour vous dire qu'il a, même les contemporains considéraient qu'il avait quand même passé un certain temps à l'ombre, c'est que son surnom c'était l'enfermé, Auguste Blanqui, tellement il a passé de temps en prison. Bon, voilà pour la mise en place de ce régime. À noter que les premières mesures vont être très rapide, puisque mise en place le 24 février de cette deuxième République, et dès le 25 février, vous avez Louis Blanc, dont je parlais, socialiste qui fait partie du gouvernement provisoire, qui instaure le droit au travail. Ce qui, 2 jours après, va entraîner par le ministre du Travail de l'époque, Marie, nom complet c'est Pierre-Thomas Marie de Saint-Georges, les ateliers nationaux. Ça, c'est à retenir parce que les ateliers nationaux et surtout leur fermeture vont jouer un rôle important dans la suite de l'histoire. Donc les ateliers nationaux, après, assez vite au mois de mars, liberté de presse, liberté de réunion, on est en tout cas au début de cette République dans un mouvement très libéral, très progressiste, qui va s'interrompre en avril 1848, puisque là, il y a une assemblée constituante qui est élue, et cette assemblée constituante est composée majoritairement de républicains modérés et conservateurs. Et ça va mener donc
aux événements de juin, puis à l'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. Et là, cette France républicaine qui avait pris un tour très social, très égalitaire dans les premiers jours après février 48, va prendre une tournure beaucoup plus conservatrice et autoritaire. Bien, un petit tour en Europe avant de revenir sur la France tout à l'heure, pour quand même, puisqu'on parle de printemps des peuples, évoquer quelques autres mouvements. Alors bien sûr, il y a eu des mouvements donc en Allemagne, alors notamment à Berlin, avec aussi du côté de Francfort la création d'un parlement républicain qui va être, après il y a la réaction toujours, qui va être assez vite renversée. Suite à ces insurrections en Allemagne, il y aurait eu un mouvement d'exilés assez important, 8 à 9 000 à peu près. Alors toujours un peu sur le même itinéraire, c'est comme on l'a vu en 1830, c'est-à-dire d'abord des premiers refuges vers la Belgique, vers la Suisse, vers l'Angleterre, et après, pour beaucoup, un deuxième mouvement vers les États-Unis. Et notamment Friedrich Escher, qui fait partie de ce parlement de Francfort qui a duré quelques mois, va s'exiler vers les États-Unis. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a des mouvements, c'est assez classique, du côté de l'Italie. Alors là, du côté de l'Italie, il y a des mouvements d'insurrection dans les États du pape. Il y en a également du côté de Gênes. Et on retrouve des noms que l'on a déjà vus et qui vont continuer à quelque part forger l'unité italienne dans le sens des libertés. Regardez Mazzini, qui, une fois de plus, dans le contexte de la révolution qu'il y a en France en 1848, essaye de déclencher des mouvements dans le nord d'Italie, notamment en Lombardie, dans le Piémont. À nouveau, ça va se solder par des échecs après la réaction des Autrichiens. Il va falloir refluer vers la Suisse pour Mazzini. Vous avez également des mouvements du côté de Gênes, dans le royaume des deux Siciles aussi, avec dans un premier temps des réussites, les rois qui sont obligés d'octroyer à leur peuple des monarchies constitutionnelles, parfois des républiques qui sont proclamées, mais cela ne dure que quelques semaines, quelques mois, et à nouveau, les gens qui ont participé à ces insurrections doivent s'exiler. Alors, pour la France, ça va commencer à se fermer un peu, surtout à partir du moment où Louis-Napoléon Bonaparte est au pouvoir, puisqu'il ne faut quand même pas oublier une chose concernant le rapport de Louis-Napoléon Bonaparte avec l'Italie. C'est que si on regarde que la fin, on peut dire que la France a participé à l'unité de l'Italie, fin des années 1850, début 1860. Mais à l'époque où on parle, là, 1848-1849, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que Louis-Napoléon Bonaparte, une fois qu'il est élu président, à la fin de l'année 1848, il va envoyer des soldats français pour soutenir le pape, lui qui s'était exilé à Gaète, pour revenir à Rome et récupérer l'ensemble de ses prérogatives sur ses États. Et ça a occasionné, sans doute, en tout cas tel qu'on le perçoit à l'époque, le fait que Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III, se soit opposé à l'unification italienne, ça va lui valoir d'être menacé par un attentat, celui d'Orsini, Felice Orsini, que vous avez peut-être entendu parler, 1858, 4 Italiens, dont cet Orsini, qui cherche à assassiner le couple impérial. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a cet attentat au moment même où celui qui est devenu Napoléon III est en train de négocier avec Cavour, principal ministre de Piémont-Sardaigne, pour que les Français assistent les Italiens vers l'unification italienne sous l'autorité du roi de Piémont-Sardaigne, un certain Victor Emmanuel. Donc là, il y a vraiment une histoire particulière entre la France et l'Italie, et avec des mouvements réguliers de population entre l'un et l'autre pays. Ensuite, là, je vous demande de bien regarder cet endroit-là. Il va y avoir des mouvements de population aussi dans une partie de l'Europe qui n'étaient pas tellement concernés jusque-là, c'est-à-dire du côté de la Hongrie, du côté de la Slovaquie aussi, et cela va donner lieu également à des mouvements importants de population. J'y reviendrai en évoquant notamment la figure de Lajos Kossuth,
leader hongrois, qui, avec pas mal de ses camarades, va connaître aussi un parcours d'exil assez compliqué. Bien, juste là, vous avez quelques parcours du citoyen donc Herzen, russe, qui va se déplacer pas mal en Europe. Alors, ce qui est intéressant pour tous les personnages que vous avez ici, là, Marx, Herzen ou Mazzini, dès qu'il va y avoir la révolution de février 48 en France, ils vont tous converger vers la France. Ils vont tous avoir envie de participer à ce moment particulier. Juste, tiens, à ce sujet-là, je vous disais que Ferdinand Faucon, le directeur du journal La Réforme, directeur de ce journal socialiste, avait accueilli Marx donc le 3 mars 48. Vous voyez, c'est quand même peu après la Révolution, avec cette phrase « Brave et loyal Marx, la tyrannie vous a banni, la France libre vous ouvre ses portes ». Et il faut savoir par contre que pour Marx, les portes vont quand même vite se refermer, parce que en 1849, il fait un petit passage en Allemagne, il revient en Allemagne pour participer d'ailleurs à la rédaction d'un journal révolutionnaire, mais en Allemagne il y a le retournement, alors il revient en France, vers la fin de l'année 1849, sauf qu'en France, c'est plus février 48, c'est la fin 49, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, et un tour de vis. Un vrai tour de vis. Donc on va donner le choix à Marx, soit c'est assigné à résidence dans le Morbihan, soit il faut partir. Alors il va décider de partir, et comme vous le savez, il va s'exiler vers Londres. Bien, on continue sur un petit parcours là, moins connu, quelqu'un de moins connu. La carte n'est pas très nette, mais je vais vous l'expliciter. Daniele Manin, c'est un Italien, c'est un avocat qui a fait ses études à Padoue, il est aussi éditeur, il écrit également. Il a un parcours donc ici dans le nord de l'Italie dans sa jeunesse, il vit aussi à Milan pendant un moment. Et puis en 1847, il va entrer donc dans un mouvement qui vise tout simplement à installer une république à Venise. La république va exister pendant quelques mois, et puis, comme souvent, il y a la réaction autrichienne qui vient mettre fin à cette expérience républicaine vénitienne en 1849. Et donc là, vous voyez, là il doit partir. Alors là, il doit partir, c'est une expulsion. C'est-à-dire que les Autrichiens reprennent la ville et ils disent on va expulser les 40 principaux leaders. Daniele Manin en fait partie. Il part vers Corfou, comme vous pouvez le voir. Il a ici une halte à Malte et ensuite il débarque à Marseille. Là, il a un premier drame. Il perd son épouse ici, qui meurt du choléra, ici à Marseille. Et il va vivre ensuite à Paris, où vous allez le voir, il va être en lien avec énormément de directeurs de journaux. Il participe à de très nombreux salons, il crée la Société nationale italienne, et là il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il continue de faire de la politique pour l'Italie en France. Je vous en ai déjà parlé, ce qu'on appelle l'exopolitie, et ce qu'on peut dire, c'est que tout le réseau qu'il avait créé en France a eu un rôle vraiment très important dans l'unification italienne du début de 1860, mais lui, cette œuvre finale, il ne l'a pas vue. Il est mort en 1857. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est mort donc en 1857 après un séjour à Londres, mais par contre, il y a quelques années après son décès, une translation de son corps en Italie, et qui est la translation du corps et l'occasion de tout un tas aussi de commémorations et de fêtes autour du retour de ce révolutionnaire italien. Là, je voulais insister sur ce que je vous disais tout à l'heure. Les nouveaux foyers nationaux et révolutionnaires, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, les Slovaques, les Hongrois. Et là, vous avez quelque chose de très très nouveau quand même, c'est que il y a un soulèvement, toujours dans le sillage de notre révolution française de 1848, des Hongrois. Bon, au départ, ils remportent quelques victoires contre les Autrichiens, mais ensuite, il y a une alliance entre les Russes et les Autrichiens pour mettre fin à cette insurrection. Bilan des opérations, les Hongrois sont battus, et environ 3500 à 4000 d'entre eux sont obligés d'aller se réfugier dans l'Empire ottoman. Là,
ils passent notamment par un camp, qui est là, le camp de Vidin. Et là, les Ottomans proposent un marché aux réfugiés. Bien, vous pouvez éventuellement vous convertir, devenir des soldats ottomans ou des fonctionnaires ottomans, on veut bien vous accueillir à cette condition-là. Ou bien il faut partir, il faut repartir. Donc il y en a quelques-uns, quelques centaines, qui vont devenir en fait des hauts fonctionnaires et des soldats de l'Empire ottoman. D'autres par contre continuent leur parcours d'exil. Alors vous avez vu, c'est intéressant, ça peut être à la fois donc, dans ce qu'on appelle l'Anatolie d'aujourd'hui, ou bien la Syrie, et puis après carrément en passant par Constantinople, Istanbul, vers Paris, vers Liverpool, l'Angleterre, et pour certains, vers les États-Unis. Et le fameux Lajos Kossuth, il part aux États-Unis, il fait une tournée américaine dont il reviendra très populaire en Europe. Un petit point aussi, tant qu'elle est là, ça vous savez ce que c'est la péninsule de Crimée. J'anticipe un peu, mais sachez que là aussi, il y a eu des mouvements de population très importants à l'occasion de la guerre de Crimée. 1854-1856, et ceux qui partent, 20 à 25 000 personnes quand même, ce sont les Tatars de Crimée qui sont boutés hors de Crimée par les Russes, qui, vous le savez, perdent la guerre de Crimée, mais ne perdent pas la Crimée. C'est-à-dire que ce que voulaient faire les Russes lorsqu'il y a l'intervention franco-anglaise, c'était non seulement conserver cette péninsule qu'ils avaient depuis 1782, mais aussi les détroits, et donc de entre Méditerranée et mer Noire. Donc, le traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée impose évidemment aux Russes de reculer ici. Par contre, on n'enlève pas la Crimée aux Russes. Et les Russes, considérant que les Tatars avaient eu un rôle pas très net pendant la guerre, et pour tout dire qu'ils avaient trahi quelque part les Russes vont expulser de ce territoire 20 à 25 000 Tatars. J'insiste là-dessus parce que ce moment-là est aussi un moment où il y a en Europe occidentale un tournant sur la perception du réfugié. Parce que là, tous les réfugiés qui venaient jusque-là étaient des personnes qui étaient considérées comme des révolutionnaires, libéraux, progressistes, qui avaient combattu parfois pas simplement pour leur nation, mais les nations des autres. Tandis que les Tatars, pour certains, ils sont expulsés parce qu'ils sont Tatars. Et donc, il va y avoir un renversement un petit peu de la perception en disant, mais c'est pas des vrais réfugiés. Puisque certains considèrent que des réfugiés, c'est des combattants, par définition. Donc il va y avoir là un premier travail à faire sur la redéfinition quelque part des réfugiés. Est-ce que quelque part les réfugiés sont simplement des civils expulsés? Ou alors est-ce que c'est des gens qui ont combattu? On verra que, ce sera l'année prochaine si vous êtes toujours là et moi aussi, mais c'est quelque chose, c'est une interrogation qui revient dans les années 20 et 30, ça. Hein? À signaler d'ailleurs sur la définition des réfugiés, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus la dernière fois, mais par rapport aux lois françaises, clairement, dans les commissions de révision des titres des réfugiés, il y a l'interrogation sur ce qu'est un bon et un mauvais réfugié. Et on voit dès cette époque qu'il n'y a pas de réfugiés par essence, il n'y a que des réfugiés par instance. Et au sens de quelques personnes là, qui sont dans une commission et qui vont décider, selon le récit de vie, selon les témoignages, selon les quelques preuves que l'on a, que cette personne, c'est un réfugié et cette personne ne l'est pas. Bon, je reviens à la France. Nous avançons dans le temps, on a vu le mois de février. Je n'ai pas du tout d'heure. Dans l'autre salle, il y a l'horloge. Ah, super, très bien. Impeccable. Donc, il nous reste combien là? Combien 35. Bon, c'est bon. Alors, les ateliers nationaux au Champ de Mars. Donc, nous sommes au mois de juin 1848. Je vous ai signalé ce qui se passe. Il y a un tournant conservateur à partir donc d'avril 1848. Une assemblée constituante plutôt conservatrice a été élue. Et l'une des premières décisions, 21 juin 1848,
fermeture des ateliers nationaux. Ces ateliers nationaux qui avaient redonné du travail après de millions de chômeurs qu'il y avait à cette époque-là en France et évidemment à Paris, dans la grande couronne parisienne, qui avaient redonné aussi une forme d'espoir, qui étaient aussi des lieux pas simplement de travail, également de sociabilité, où un certain nombre de personnes qui avaient tout perdu avaient retrouvé un peu de sens à leur existence. Cela est fermé donc le 21 juin 1848. Dans la foulée, il y a une insurrection. Juste pour vous signaler, on dit ateliers nationaux, mais en fait c'était les chantiers publics, hein, c'était construire des routes, construire des ponts, etc. Ces ateliers nationaux qui fonctionnaient par des petits groupes, des escouades, des brigades ou des compagnies qui étaient envoyés dans différents lieux où il y avait besoin d'assurer des chantiers publics. Bon. Insurrection du mois de juin. Ça ne va pas durer très longtemps, hein, 23-26 juin. Les insurrections du mois de juin 1849, il va y avoir un personnage qui va quand même incarner la répression très violente et très mortelle de ce mois de juin 1949, c'est Cavaignac, le général Cavaignac, à qui on va donner des pouvoirs spéciaux, qui va être considéré comme un général président. On va être dans non pas l'état d'urgence, mais l'état de siège, en juin 1849, et on va donner le pouvoir exécutif à ce général, pendant la crise. Le général Cavaignac va envoyer la troupe contre les insurgés. Il va y avoir 5000 morts à peu près dans les combats, côté insurgés, environ 1 millier du côté des soldats. À noter qu'il y a 5000 morts dans les combats, mais il y a 1500 fusillés sans procès, dans les quelques jours après l'insurrection. Mais ce n'est pas fini, puisque derrière ces morts, derrière les fusillades, il y a aussi énormément de gens qui sont arrêtés. Et là, nous allons retrouver notre sujet principal, parce que une des peines, c'est la transportation, qui va être inventée à l'occasion donc de la répression de ces journées de juin. Ici, oui, juste un petit mot sur le tableau. Bon, les combats ont eu lieu dans différents lieux au mois de juin. Le faubourg Saint-Antoine, notamment, c'est là où il y a eu lieu où ont lieu les derniers combats. Mais vous avez eu aussi une poche d'insurgés qui a résisté pendant quelques heures devant le Panthéon. C'est pour ça que vous avez le Panthéon ici en arrière-plan. Alors là, quand même, je voulais vous dire un mot de ce document, dans sa matérialité, disons. Alors c'est un daguerréotype, ce document. En fait, c'est les premières photographies, sauf qu'il n'y a pas d'impression sur papier encore, c'est sur des plaques métalliques. Et alors là, ce que vous voyez, c'est quand même, au niveau atelier, au niveau technique, pardon, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que d'abord, la lumière est venue donc s'imprimer, entre guillemets, sur une plaque métallique, et ensuite, à partir de la plaque métallique, on n'a pas imprimé du papier, on a fait des gravures sur bois, qui, elles, ensuite, ont été imprimées pour que ce soit publié dans un journal. Et donc ça a donné cette image. C'est assez saisissant, c'est la fin du mouvement de juin. On a des barricades donc au niveau du bas du quartier du Belleville, rue du Faubourg du Temple. Et l'auteur donc de ces daguerréotypes, belle archive quand même de ces combats de juin 1848, c'est Charles donc François Thibault. À propos de ces daguerréotypes, à signaler que là on est vraiment dans les dernières heures, on a l'impression d'ailleurs que les barricades sont presque déjà abandonnées, mais après cette photo il va y avoir encore quelques combats. Bon, c'était juste pour montrer ce document qui est quand même assez exceptionnel. Il a été racheté par les musées français, je crois que c'est le musée d'Orsay, il y a une dizaine d'années à peu près, par une enchère qui avait été organisée par la maison Sotheby. Je ne sais pas si vous connaissez, les documents étaient en Angleterre en fait. Ils sont revenus en France à l'occasion de cette vente aux enchères.
Voilà Cavaignac, photographié donc par Pierre Petit, et puis quelques éléments donc sur les convois des insurgés. Alors, que se passe-t-il après ce mois de juin 1848? Il y a près de 25 000 arrestations. Bon. Évidemment, pour mettre en prison tous ces gens, on va remplir la prison de la Conciergerie, les caveaux des Tuileries, les carrières d'Ivry, tous les forts autour de Paris sont remplis de gens qui ont été arrêtés. Mais vous avez entendu, ça se termine le 26 juin l'insurrection. Le 27 juin, Cavaignac propose une mesure de sûreté générale, vous savez, une sûreté générale pour garantir l'ordre public, de transportation des personnes qui ont participé à l'insurrection. Alors, on ne sait pas encore où, ce n'est pas défini à ce moment-là, mais en tout cas, il y a une volonté de les éloigner du territoire français. Le 27 juin, ça s'est terminé, le 26. Quel va être le parcours de celles et ceux qui vont se retrouver donc transportés? Il y a une quinzaine d'années à peu près, si on se reporte en 1848, l'État français, la monarchie de Louis-Philippe, a commencé à conquérir le nord de l'Algérie. Et regardez bien, là on est le 20 septembre 1848, on invite les ouvriers, surtout ceux qui n'ont pas de travail, à se diriger vers l'Algérie et à participer à la colonisation de l'Algérie. Donc pensez bien que dans les débats après le mois de juin pour essayer de savoir où c'est qu'on va envoyer les transporter, en Guyane, en Madagascar, et bien pourquoi pas en Algérie? Comme ça fera des colonies agricoles avec une main-d'œuvre gratuite. Donc cette idée commence un peu à circuler. À noter, parce que je vais vous montrer d'autres documents là-dessus, que après différentes discussions sur lesquelles je vais revenir, les transportés, il n'y en aura pas tant que ça, vous verrez, sont envoyés dans un premier temps du côté, il vaut mieux que ce soit la lumière que l'ordinateur, hein. Donc du côté de Bonn, et puis après, un peu plus au sud, dans un camp que les transportés vont construire eux-mêmes, le camp de Lambessa, c'est-à-dire l'antique Lambèse romaine. Regardez un petit peu, je suis arrivé à trouver des documents juridiques. Alors je pense que vous connaissez ceci, Criminal Corpus. Vous connaissez cette base là sur internet qui traite, en fait, alors c'est une base qui est hyper intéressante. L'une des chevilles ouvrières, je crois qu'il est décédé maintenant, c'est Jean-Claude Farcy, qui a travaillé aussi sur les camps d'internement, et qui avait fait notamment un article sur le camp de Garaison. Criminal Corpus, en tout cas, je vous le conseille. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques documents de ce site et d'une base de données, notamment sur les transportés. Avant cela, le cheminement un peu de la transportation. 27 juin, Cavaignac qui lance cette idée d'éloigner donc des insurgés du territoire français. Sachez que en mois de décembre, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. L'une des premières recommandations faites au ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur c'est le duc de Morny, c'est tout étranger qui pourrait représenter un danger politique doit être expulsé. Donc on s'attaque à la fois, si vous voulez, aux insurgés de nationalité française qu'on va transporter, mais en ce qui concerne les étrangers exilés, qualifiés avant de réfugiés, dans les textes maintenant on les transforme en émigrés. Là en 1849, les réfugiés deviennent des émigrés. On considère que ceux qui sont considérés comme dangereux politiquement doivent être expulsés. Donc, vous voyez que c'est un tour de vis, et on voit bien là, vous voyez là, le moment où on passe de pays d'asile à pays d'exil, mais ça va s'aggraver par la suite. Hein. Quel est le cheminement? Pendant l'été, puis septembre-octobre, on discute assez longuement du lieu, c'est-à-dire où va-t-on envoyer les transportés. Progressivement, l'Algérie finit par s'imposer.
Alors, il y a quand même des gens qui étaient opposés en disant l'Algérie c'est trop près, finalement ce sera une transportation qui sera trop douce pour ces gens qui ont été violents, meurtriers, etc. Il vaudrait mieux les envoyer plus loin, à Madagascar ou aux Marquises. Bon, l'Algérie s'impose. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est combien on en envoie? Je vous dis qu'il y avait eu 25 000 prisonniers, mais en fait, au final, il y a 11 000 personnes qui vont passer devant des commissions militaires. Attention, les personnes qui vont être condamnées ne sont pas condamnées par des cours habituels. Hein. On sort du cadre légal. La Cour de cassation, on lui demande, parce qu'il y a des centaines de personnes qui vont être condamnées, et ces centaines de personnes demandent à la Cour de cassation, mais qu'est-ce que c'est? Comment, moi qui suis un ouvrier de tel quartier, etc., je vais être jugé par un conseil de guerre? Ah, la Cour de cassation répond, nous, on ne peut se prononcer que sur des jugements qui viennent donc de cours d'appel ou de tribunaux judiciaires. C'est une décision du pouvoir exécutif, on ne peut pas se prononcer. Donc, les différentes commissions militaires vont quand même être, c'est même dit dans les journaux de l'époque, un petit peu des commissions de clémence. Voilà le résultat. Vous avez eu 11 000 personnes qui sont passées devant ces commissions militaires. Il y en a eu un peu plus de 6 000 qui ont été remises en liberté. 4 276 qui ont eu une peine de transportation, je dirais, en premier lieu, hein, parce que vous verrez que ça va changer après. Et puis ensuite, il y en a 259 qui devaient passer vraiment en conseil de guerre. Juste un mot des 259 avant de parler de ceux qui avaient été condamnés à la transportation. Sur les 259, vous en avez 30% qui sont remis en liberté. Une fois qu'on a fait une enquête, une vraie enquête, sur est-ce qu'ils y étaient vraiment déjà lors de l'insurrection. Vous en avez à peu près 25% qui vont être condamnés aux travaux forcés. 20% qui vont être condamnés à des peines de prison diverses, souvent des petites peines de prison, 1 à 2 ans. Et puis après, vous avez les plus problématiques, ceux qui vont être condamnés à des travaux forcés à perpétuité. Ils sont quelques-uns, pas très nombreux. Certains, 5, vont être condamnés à mort. Mais sur les 5 condamnés à mort, parce qu'ils avaient assassiné un général, le général Bréa, sur les 5 condamnés à mort, il y en a 3, c'est commué en travaux forcés à perpétuité, et il y en a 2 qui sont exécutés en place d'Italie, en juin 1949, ils s'appelaient Lair et Dex. Donc vous voyez que petit à petit, quand même, on en passe de 25 000 à 11 000, à finalement 2 personnes qui sont exécutées. Et il faut se rendre compte qu'au sein de la population française, il y a une forme de solidarité vis-à-vis de tous ces gens qui ont été arrêtés et qui sont quand même jugés dans des conditions qui posent un peu problème au regard du droit. Donc il y a quand même une volonté d'intervenir de la part de l'État, de la part de Louis-Napoléon Bonaparte, mais intervenir vite, intervenir fort, mais petit à petit, la frange de population touchée se rétrécit parce que, tout simplement, la société civile fait pression. Hein. Revenons à nos 4276. Alors, parmi les 4276, durant un cheminement assez long de plusieurs mois, où on les envoie de Paris vers Le Havre, puis Cherbourg, et puis certaines îles du littoral du nord de la France, l'île Pelée par exemple. Il y en a qui vont se retrouver à Belle-Île-en-Mer, ils vont rester plusieurs semaines, plusieurs mois en attendant éventuellement d'être rejugés, ils font des demandes pour avoir la clémence. Il se trouve qu'au bout de plusieurs années, il n'y en a que 459 sur les 4276 qui vont être effectivement transportés. Alors, ici, la source dont je vous parlais tout à l'heure, la base de données de tous les transportés en Algérie sur le site Criminocorpus. Regardez, vous avez donc, c'est intéressant, regardez le premier,
lieutenant-colonel de la Légion italienne. Il a participé aux insurrections donc, de juin 1848. Bon, ensuite, vous voyez, porteur roi, journalier, marinier, fumiste, journalier, ouvrier des ports, architecte, c'est assez varié, mais on est quand même sur plutôt la catégorie ouvrière. Ce qui est intéressant, c'est les classements, vous voyez, alors dangereux, repris de justice, dangereux, etc. Et puis après, vous avez donc les peines. J'attire votre attention ici, les bateaux. Alors, en fait, il y a essentiellement un bateau qui est utilisé pour aller vers l'Algérie, c'est l'Asmodée. Hein. Donc, on le retrouve là pour ces différents transportés. Et je voulais insister sur celui-ci, Jean-Baptiste Duno. Alors, Jean-Baptiste Duno, c'est quelqu'un qui naît en 1817, je pense que voilà, il y a son âge ici, 1817, qui naît en Haute-Saône dans une famille qui fait du vin. Puis ça fonctionne pas très bien, donc il décide d'aller sur Paris, il devient menuisier, Jean-Baptiste Duno. Et alors on ne sait pas s'il a participé à la révolution de février, par contre, insurrection de juin, effectivement il y était. Il est blessé même sur une barricade le 25 juin. Et ce qu'on apprend de sa déposition, c'est que le 25 juin, bon, après s'être fait panser, il revient le soir du 25 essayer de négocier avec la troupe pour éviter un bain de sang. C'est ce qui lui a coûté cher, puisqu'en fait, lors de ces négociations, il rencontre donc pas mal de soldats et de gradés. Et au mois de juillet, alors qu'il est revenu à la vie civile, il cherche du travail. Et il va dans la mairie du 12e arrondissement, je crois. Et là, il est reconnu, on est le 3 juillet 1848, il est reconnu par des soldats qui disent « Ah, mais toi, tu étais sur une barricade au mois de juin, hop, et il se fait arrêter. » Et alors là commence un parcours très très long pour Jean-Baptiste Duno, puisque pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il va passer de prison en France, jusqu'à, comme vous pouvez le voir, là il est détenu donc à Belle-Île en février 1849, et il va être donc transporté en Algérie, hop, puis... Oh, il y a une erreur ici. Il va être transporté en Algérie, donc c'est en 1850. Là, je crois qu'il y a une erreur. Ah oui, c'est la décision. Hein. Il est transporté en Algérie en 1850. Par contre, il n'y a pas d'erreur ici, vous allez voir pourquoi, ce qui s'est passé pour lui. C'est que en 1850, Louis-Napoléon Bonaparte a décidé de quelque chose. C'est que ceux qui étaient, le peu, 459 je vous rappelle, le peu qui était transporté en Algérie, s'ils se conduisaient mal, ben, ça ne serait plus l'Algérie, ça serait Cayenne, l'île du diable, voilà, le bagne. Et il se trouve que Jean-Baptiste Duno, c'est un insoumis dans l'âme, quoi. C'est-à-dire qu'en Algérie, il va participer à 2-3 tentatives d'émeutes, d'insurrection, dans le camp de Lambessa. Et donc en 1853, paf, cette fois-ci transporté à Cayenne. Et il va être envoyé sur l'île du Diable. Les gens qui travaillent pour Criminal Corpus là, ont retrouvé des lettres de sa mère qui, en 54-56, demande clémence à celui qui est devenu Napoléon III, mais c'est niet, sachant que Duno continue en Guyane à essayer de soulever ses camarades, à essayer de s'échapper, etc. Et donc là, c'était niet, complet. Mais par contre, Jean-Baptiste Duno, comme tant d'autres, va bénéficier de l'amnistie générale, décidée par Napoléon III à un moment, 1859, où Napoléon III va essayer de libéraliser un peu plus son régime. Hein. Donc, il va être amnistié. Et là, on se dit, bon, il va revenir en France. Non, c'est un véritable aventurier parce que sur le chemin du retour, il y a une halte au Sénégal. Et au Sénégal, il demande donc au capitaine qu'on le laisse au Sénégal. Et a priori, il a fini sa vie donc au Sénégal. Jean-Baptiste Duno. Juste un petit point ici
Je vous ai parlé de la subtilité entre transportation et déportation. En parallèle de la construction d'un appareil juridique pour justifier la transportation des gens qui avaient participé à l'insurrection, il y a des lois sur la déportation politique. Alors, quelle est la différence? C'est que les transportés sont ceux qui ont participé aux insurrections, aux mouvements, qui ont combattu, qui ont fait preuve de violence. Par contre, les déportés, c'est ceux qui ont des idéaux politiques qu'ils ont pu affirmer publiquement, lors de réunions ou bien dans des journaux, et qui ne conviennent pas à Louis-Napoléon Bonaparte, eh bien, ils peuvent encourir une peine de déportation politique. Voilà la subtilité entre les deux. Mais vous comprenez bien que entre les transportés, les déportés, ceux qui sont expulsés du territoire, si on parle des étrangers, ceux qui, avant d'être arrêtés, vont partir en exil, il va y avoir quand même dans la fin des années 1840, début 1850, beaucoup de personnes qui vont quitter la France, plusieurs dizaines de milliers. Et donc là, on passe vraiment, d'où le titre, un pays d'asile, un pays d'exil. Pour illustrer cela, je vais parler de Victor Hugo évidemment dans un instant, mais vous avez 4500 Français à Londres au milieu des années 1850. À tel point que dans certains journaux français, on considère que l'Angleterre, ce n'est pas le pays de l'exposition universelle, la première ayant eu lieu en 1851, mais le pays de l'expulsion universelle, parce que tout le monde va là-bas. C'est le pays le plus libéral, en fait, à ce moment-là, pour l'accueil des exilés et des réfugiés. Bien, un petit mot pour terminer sur, on va dire, le système pénitentiaire de transportation et de déportation français. Juste pour Jean-Baptiste Duno, vous avez, si vous voulez le retrouver, l'intégralité de son parcours. Alors il y a Criminal Corpus, mais je ne sais pas si vous connaissez le musée de l'histoire vivante de Montreuil aussi, il y a ce témoignage de Jean-Baptiste Duno. Là vous avez une carte qui est au musée de l'histoire de l'immigration, qui a été notamment conçue par Delphine Dias, et on voit en fait les principaux lieux de transportation et de déportation pour la France. Donc regardez bien, là, on voit bien ce qui est arrivé, par exemple à Jean-Baptiste Duno, c'est-à-dire d'abord l'Algérie, et puis après, pour les récalcitrants, hop, la Guyane, on le voit avec cette double flèche ici. Bon, par contre, comme vous le savez, il y en a eu certains par la suite, c'était directement la Guyane, le Bagne. Et puis après, il y a commencé à y avoir aussi des départs vers la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, regardez les dates, 1864-1897, on en parlera la fois prochaine, c'est les communards, les communards et les communardes, qui vont se retrouver en Nouvelle-Calédonie. Sachez aussi que pour la déportation, les îles Marquises ont pu être utilisées, c'est pas signalé ici, mais enfin, voilà. Juste pour signaler que là, il ne pouvait pas être question, dans les années dont on a parlé, que la Nouvelle-Calédonie accueille, entre guillemets, les transportés, puisque la Nouvelle-Calédonie est devenue française en 1853, uniquement. Bon, là, je voulais juste, quand même, je parlais de libéralisation, une petite chronologie sur le régime de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, regardez, on a le rappel ici des grandes dates dont je vous ai parlé, le 24, la liberté pour la presse, etc. Et puis, le premier tournant, là, avril 48, avec la constituante plutôt conservatrice, les journées de juin et l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. Une des premières décisions, réduction du suffrage universel, et ils vont le réduire par la question en fait du domicile. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas un domicile permanent pendant tant de mois, en fait ils vont enlever toutes les populations un peu flottantes, les vagabonds, etc. Plus de droit de vote. Donc on n'est déjà plus tellement ici dans le suffrage universel. Et ensuite là vous avez la suite avec Louis-Napoléon qui devient empereur, donc le 2 décembre 1854. Mais vous voyez, un petit tournant libéral ici avec deux grandes mesures, l'amnistie pour les opposants et puis le droit de grève. À savoir que là, il y a eu 3 moments, et je vais en parler avec Victor Hugo, 3 moments cruciaux qui ont été très producteurs
de déportés, transportés, exilés, c'est bien sûr les journées de juin 48, c'est aussi le 13 juin 1849, il y a ce qu'on appelait à l'époque les démoc-soc, les démocrates socialistes, qui lancent une insurrection qui s'approche de l'Assemblée législative, on n'est pas très loin d'un coup d'État, et la répression tombe, et là il y a à nouveau une vague de départ, notamment Ledru-Rollin qui avait participé au gouvernement provisoire de février qui doit s'en aller. Donc c'est le deuxième moment. Et le dernier moment, c'est lorsque, ça fait écho un peu aussi à l'actualité, mais dans un autre pays, Louis-Napoléon Bonaparte ne se contente pas d'un seul mandat. Il trouve que cette deuxième république qui ne permet pas au président d'être réélu, c'est un peu problématique. Donc il décide, alors qu'il est au pouvoir, de faire un coup d'État le 2 décembre 1851, de manière à modifier la Constitution pour pouvoir être réélu. Bon, suite à cet auto-coup d'État, si vous voulez, il y a à nouveau des mouvements sociaux, des manifestations, et vous avez donc un troisième flux de départ, et c'est là que Victor Hugo s'en va. Il s'en va d'être arrêté, parce qu'il avait critiqué assez vertement, à la fois dans ses discours et dans ses écrits, Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, voilà quelques éléments sur celui qui devient Napoléon III le 2 décembre 1852. Et je voulais vous signaler ici quand même que ça a aussi été un exilé, Louis-Napoléon Bonaparte, dans sa vie. Alors, il a été exilé notamment en Angleterre. Il a essayé par 2 fois de prendre le pouvoir en France avant d'y arriver en 1948. Il y a notamment avec une tentative du côté de Strasbourg qui a été un échec piteux. Mais après, en 1840 aussi, il va se retrouver prisonnier dans le fort de Ham, dont il va arriver à s'échapper dans des circonstances complètement rocambolesques. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce parcours quand même très compliqué, il avait conservé, notamment dans certains journaux, des appuis. Et en 1848, vous allez avoir certains journaux qui vont tisser une espèce de lien de solidarité entre celui qui a été exilé une bonne moitié de sa vie et ceux qui vont être transportés. Alors regardez, on peut avoir ça. Face aux mitrailleurs de juin 48, des poésies attribuées à des transportés écrivant depuis les pontons de Brest en appellent à la compassion de l'homme qui a traversé de semblables injustices. Captif, souffrant, brisé, je te lègue mon vœu. Si tu fus exilé comme toi, nous le sommes. L'homme qui, dans l'exil, a connu le malheur, sa prudence est un flot dont l'écume caresse. Le salut, le bonheur, si nous sommes vaincus, ne fut-il pas victime? Comme nous, il souffrit dans sa captivité. Comme nous, il est grand, il jette dans l'abîme l'hypocrite qui ment en disant liberté. C'est un beau texte à la gloire de Louis-Napoléon Bonaparte, élu quelque temps plus tard président. Bon, il a été évidemment, certes exilé, mais il va être producteur aussi de beaucoup d'exilés. Mais par contre, pour terminer quand même là-dessus, vous savez qu'après la défaite contre la Prusse en 1870, il s'exile à nouveau. Et il finit sa vie en Angleterre. Bon, quelqu'un qui a subi évidemment l'exil du fait du régime de Louis-Napoléon Bonaparte et de Napoléon III, évidemment, Victor Hugo. Alors Victor Hugo, sachez qu'il quitte la France sous une identité là aussi empruntée, l'ouvrier Lanvin, il a même mis sa blouse, on est en décembre 1851. Il passe par la Belgique, mais en Belgique il y a une forte pression de Louis-Napoléon Bonaparte pour ne pas accueillir les exilés, donc il va vite devoir quitter la Belgique et comme vous pouvez le voir, il va dans un premier temps sur l'île de Jersey. Mais là, il a la mauvaise idée d'écrire dans un journal qui s'appelle L'Homme un article assez critique sur la couronne britannique. Alors, le gouverneur de l'île de Jersey, qui s'appelle Love, décide, de l'expulser. Alors, il va pas très loin, il va à Guernesey, 1855, et il va dans cette fameuse maison Hauteville House, où il reçoit sans arrêt un certain nombre de réfugiés, d'exilés, et continue à écrire. Vous connaissez son fameux poème, je vous en ai mis une partie, Ultima Verba, avec
Si on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Il parle évidemment du grand groupe des exilés. À savoir qu'il s'est passionné pour la photographie, ce que l'on retrouve évidemment ici, et ses fils aussi s'étaient passionnés pour la photographie. Bon, là il y a une petite chronologie sur laquelle je passe vite. Rappelez quand même qu'évidemment il revient en France après la défaite. Il n'a pas voulu revenir après l'amnistie de 1859. Il n'a pas souhaité revenir. Il ne revient qu'en 1870. Après, vous savez qu'il décède en 1885 et qu'il y a ses funérailles nationales. Quelques personnages qui se retrouvent en Angleterre, mais vraiment du côté de Londres, Esquiros, Nadeau, Talandier. Et je voulais vous signaler aussi ceci. Il y a tellement de Français qu'on organise des meetings en l'honneur de Robespierre à Londres. Le 13 avril 1793, ça commémore un fameux discours de Robespierre pour le bonheur et la liberté, où il prenait la défense de Marat. Ça ne lui est pas toujours arrivé, mais là, c'était le cas. Regardez qui c'est qu'on a. Louis Blanc, l'un des membres des gouvernements provisoires, Nadeau, qu'on retrouve ici. Et là, un certain Lajos Kossuth, le Hongrois, le Dru-Rollin, dont je vous ai parlé. Tiens, Schœlcher. Alors là, plus étonnant, Livingstone, lui aussi, un grand voyageur. Bien, je vais terminer avec ces deux petits exemples, parce qu'on a parlé de gens qui ont quand même beaucoup été contraints au départ, mais il y en a qui sont partis dans une utopie, dans une volonté utopique de créer évidemment un nouveau paradis, c'est les fourriéristes. Et donc là, vous avez notamment l'ouvrage d'Étienne Cabet, un des fourriéristes, qui a voulu donc créer la colonie icarienne dans les années 1850, du côté donc de Nauvoo, dans l'Illinois. Bon, ça a duré quelques années, 1854-1856, vous avez eu quand même 2000 à 2500 départs vers cette colonie. Dans la colonie même, le maximum qu'il y a eu de personnes, c'était 400 à 500 personnes, mais il y a eu cette volonté de créer ce nouveau paradis socialiste avec une vie communautaire, mais une vie de travail aussi, incarné donc par le projet de Fourier et d'Étienne Cabet. Un autre exemple, c'est Victor Considérant, avec la fabrication de phalanstères au Texas, qui là aussi a été un sacré échec. Victor Considérant ne restant dans cette communauté que quelques mois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ceci, ça me permettra de faire la conclusion. Quand les Américains, en tout cas certains Américains, notamment au Texas, voient arriver des Français, et en particulier des Français qui sont réputés socialistes, ben vous pensez bien que certains sudistes esclavagistes, quand ils voient les socialistes arriver, ça leur inspire pas trop de solidarité. Nous devons nous attendre à voir les propriétaires d'esclaves éprouver de la répulsion, puis partir. C'est là un excellent premier pas pour les agresseurs nordistes qui pourrait bien s'avérer être un succès flatteur si nous manquions présentement de courage au point de taire notre désapprobation. Donc là, on voit déjà, vous voyez, émerger ce qui va être la guerre de sécession, 1861-1865, à travers ces discours. Et alors là, je voulais quand même, parce que je suis tombé sur ce parcours, je voulais vous en faire part, un certain Marcel Deschamps, alors pas Duchamp, Deschamps, qui a participé aux révoltes de 1848, février et juin, c'est un apprenti menuisier lui aussi. Bon, il doit quitter la France. Il participe à l'unification italienne sous les ordres de Garibaldi. Et puis il part aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il va s'engager dans l'armée nordiste pendant la guerre de sécession. Et puis, il va devenir un habitant de la cité de New York. Et là, fin du parcours, il va devenir une des chevilles ouvrières de la jeunesse irlandaise aux États-Unis avec un certain Peter O'Mahony, et quelque part il va épouser la cause nationale et républicaine irlandaise. Et c'est quand même un sacré parcours sur l'ensemble du 19e siècle.
Bien, je crois qu'on est au bout. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.